Bonjour. Je crains que suite au coronavirus, la tendance va être à renforcer les causes de l'épidémie plutôt que les atténuer. Alors ça peut paraître complètement étrange que suite à une catastrophe, on en vienne à renforcer les causes de cette catastrophe, mais pour illustrer le processus par lequel ceci pourrait se produire, je vais prendre un exemple un peu lointain euh, où les choses sont peut-être plus faciles pour nous à percevoir. Et cet exemple, c'est celui de la peste qui arrive dans une Europe très religieuse. Et là, il y a l'idée qu'il faut que davantage de croyants se réunissent pour prier avec davantage de ferveur, pour implorer Dieu d'arrêter l'épidémie. Et évidemment, maintenant, dans une Europe qui est plus très religieuse, c'est évident que c'était là une action qui allait renforcer les causes de l'épidémie, puisque en réunissant beaucoup de personnes, ça facilitait la propagation de l'épidémie. Mais dans l'état d'esprit de l'époque, où on croit en un Dieu bon et puissant, et notamment plus puissant que le virus, ça peut tout à fait faire du sens de se réunir avec ferveur pour implorer l'aide de ce Dieu. Donc voilà, dans cet exemple, vous pouvez comprendre qu'il peut y avoir des processus par lesquels une catastrophe conduit à renforcer ses propres causes. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir est-ce que dans la crise actuelle du coronavirus, est-ce qu'il y a des processus de ce type qui renforcent la cause ou certaines causes de la crise. Et je donnerai deux exemples, une liée à la globalisation et l'autre à la démocratie. Alors commençons par la globalisation. C'est clair que la globalisation a joué un rôle important dans la propagation de l'épidémie. Premièrement, et surtout parce que sans la globalisation, cette épidémie ne se serait pas diffusée aussi rapidement au niveau planétaire. Les autres pays auraient pu peut-être trouver des médicaments ou voire même des vaccins avant que l'épidémie arrive chez eux. La globalisation a aussi eu un impact en faveur de la propagation de l'épidémie sous un autre angle, parce que vu la possibilité d'importer, de nombreux pays se sont dit, par exemple pour les masques, ben, je n'ai pas besoin d'avoir un stock de masques ou de produire les masques dans mon pays, parce que s'il y a une épidémie, eh bien, je vais simplement importer ces masques. Alors, c'est un raisonnement relativement stupide parce que s'il ne s'agit pas simplement d'une épidémie, mais d'une pandémie, donc d'une épidémie qui touche de nombreux pays, il va effectivement y avoir une demande de masques de tous ces pays et ensuite les producteurs n'arriveront pas à satisfaire cette demande mondiale. Et d'autant plus si en plus le pays producteur est lui-même touché et qu'il y a des travailleurs qui sont malades et qui ne peuvent pas produire ces masques. Donc c'est un raisonnement relativement stupide, mais quand même qui a été fait de se dire on n'a pas besoin de stock ni de production nationale de masques, s'il y a un problème, on les importera. Et comme ce n'était pas possible de les importer, ça a favorisé la propagation de l'épidémie. Et puis aussi, comme la production industrielle est maintenant tellement mondialisée, ça devenait même difficile euh, de se mettre pour un pays rapidement à produire des masques. Alors que ces masques, surtout si on parle des masques chirurgicaux, c'est pas vraiment de la haute technologie. Et donc la globalisation est un des facteurs importants qui a contribué à l'ampleur de cette épidémie. Or, il est tout à fait possible que cette épidémie elle-même conduise à renforcer la globalisation plutôt qu'à l'atténuer. Une raison, c'est parce qu'on va dire qu'il y avait peut-être pas assez de globalisation. Le problème, c'est pas la globalisation, mais c'est qu'il n'y avait pas assez de globalisation, qu'il fallait encore renforcer davantage cette globalisation. Et on va peut-être le voir aussi sous la forme de vouloir
augmenter le rôle de l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'un des pays qui a le mieux combattu l'épidémie, c'est Taïwan, qui n'était justement pas membre de l'Organisation mondiale de la santé. Mais on va quand même se dire, s'il y avait une Organisation mondiale de la santé qui ait les pouvoirs pour organiser une lutte mondiale contre l'épidémie, ça réduirait l'épidémie. Et là, bien sûr, il y a l'hypothèse de quelqu'un d'extrêmement puissant et bon à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Si on regarde, par exemple, même en Suisse, on voit que, au fond, au niveau fédéral, pourtant la Suisse est un petit pays, hein, mais même dans ce petit pays, finalement, on a vu le niveau fédéral essayer de freiner les autorités cantonales qui essayaient de lutter contre l'épidémie. Donc, c'est pas nécessairement en donnant le pouvoir à quelque chose qui est encore plus éloigné des citoyens, comme l'Organisation mondiale de la santé, qu'on renforcerait la capacité de lutte contre les épidémies, surtout que Taïwan en particulier a démontré le contraire. Mais nonobstant, la tendance va être à dire qu'il faut davantage de globalisation. Ça, c'est pour l'exemple de la globalisation. Je vais prendre maintenant l'exemple de la démocratie. Donc là, c'est clair que le manque de démocratie a été l'une des causes de l'ampleur de l'épidémie. Ça l'a été, par exemple, au niveau de la préparation. Par exemple, il manquait, pour revenir aux masques, il manquait des masques. Et probablement que si la décision sur le stock de masques avait été soumise en votation populaire, eh bien, il y aurait eu davantage de masques au début de l'épidémie. Il faut voir aussi que dans un système électif, la personne élue, elle regarde son mandat, les choses à l'horizon de son mandat, elle pense, si elle peut se présenter à une réélection, elle va penser à ses chances de réélection et peut-être au mandat suivant. Et puis, elle ne va pas forcément voir beaucoup plus loin que ça. Donc, les politiciens ont tendance à être myopes, simplement déjà à cause de la limitation sur la durée de leur mandat. Et puis, un autre exemple encore, c'est la prise en compte des scientifiques. Si vous avez un système démocratique, là, vous aurez des débats entre scientifiques. Il y aura différents scientifiques qui ont des thèses différentes, ils vont débattre publiquement. Et puis, après avoir entendu les différents scientifiques, le peuple décidera en votation populaire de la décision à prendre. Avec des élus, ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, on entend souvent, surtout par les temps qui courent, les élus dire qu'ils se réfèrent au Conseil des scientifiques. Mais en fait, il y a deux biais. Le premier, c'est que les élus peuvent choisir qui ils vont écouter. Je vous ai dit que les scientifiques ne sont pas tous du même avis. Ces scientifiques sont connus dans leur branche, et donc, d'après ce qu'ils ont dit déjà avant, vous pouvez savoir dans quel sens ils vont pencher sur ce qu'il y a à dire maintenant. Et donc, le gouvernement peut très facilement s'adresser simplement aux scientifiques qui ont le plus de chances de dire ce que le gouvernement lui-même aimerait entendre. Donc, en choisissant quels scientifiques il écoute et lesquels il n'écoute pas, il biaise au fond la contribution de la science, tout en pouvant se cacher derrière la prétention qu'ils font que suivre les conseils scientifiques. En fait, ils suivent les conseils scientifiques des scientifiques qu'ils ont choisis parce qu'ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Alors que dans une démocratie, vous auriez vraiment le débat entre ces scientifiques. Deuxième point, il faut voir que si vous aviez un conseil scientifique qui conseille le gouvernement, pour un scientifique se trouver dans ce conseil, c'est quand même une position prestigieuse. Et si le prix pour y être, c'est de dire de temps en temps ce que le gouvernement veut entendre, il peut être tenté de faire ce compromis. Et même si il renonce à mentir par intérêt personnel et qu'il est préoccupé simplement de faire passer la vérité, il peut juger que
pour faire passer cette vérité, c'est plus efficace de dire de temps en temps ce que le gouvernement veut entendre. Parce que s'il est trop souvent en divergence avec le gouvernement, ben, les gens du gouvernement vont plus trop l'écouter, ils vont dire c'est qui cette personne, elle raconte que des bêtises. Donc le scientifique peut très bien, tout à fait rationnellement se dire ben, je vais mentir un certain nombre de cas pour préserver ma réputation, paradoxalement, pour choisir mes batailles dans quelques cas ciblés que je trouve particulièrement importants. Ben là, me permettre d'entrer en divergence avec ce que le gouvernement veut entendre. Donc il y a tout un processus là qui affaiblit la contribution scientifique, qui rend la contribution scientifique moins pertinente qu'elle le serait dans un système démocratique où il y aurait simplement un débat ouvert entre les différents scientifiques. Mais je vais donner ici quelques exemples où on voit que davantage de démocratie, ça aurait été mieux pour combattre l'épidémie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les élus ont davantage de pouvoir, notamment de pouvoir médiatique, que les citoyens. Et si on prend en France, les grands médias sont pour le pouvoir. Et ce pouvoir médiatique lui permet au fond, de raconter l'histoire de cette crise et de ce qu'il faut faire après, de la raconter de la façon qu'il arrange. D'autant plus que durant cette crise, il intervient beaucoup dans les médias. On voit le gouvernement très souvent dans les médias, et non seulement pour parler, mais pour agir. Donc, on voit un gouvernement en action, en lutte contre l'épidémie, constamment sur nos écrans et dans nos journaux. Et bon, ils interviennent trop tard et trop peu, mais malgré tout, ils interviennent quand même, et donc on les voit constamment en train d'agir contre l'épidémie. Et ça, évidemment, ça augmente leur cote de popularité, et ça facilite aussi leur possibilité de réécrire l'histoire. Donc, on va certainement entendre qu'à l'issue de cette crise du coronavirus, qu'il faut renforcer le pouvoir des élus pour qu'ils puissent agir plus vite et plus fort, qu'ils puissent, on donnera l'exemple de la Chine peut-être, cette dictature qui a pu imposer des mesures de confinement extrêmement fortes et ainsi freiner de façon massive la propagation du virus. Et même si cette présentation des choses met sous le tapis le fait que le gouvernement chinois au départ a essayé de cacher l'épidémie et a perdu ainsi un temps précieux, mais ça, ceux qui ont la visibilité médiatique se garderont de le dire et vont mettre surtout l'accent sur l'efficacité d'une action centralisée entre les mains de d'un exécutif qui a beaucoup de pouvoir. Donc, j'ai une grosse crainte que la tendance suite à cette épidémie va être, de façon générale, souvent de renforcer les causes de l'épidémie, mais en particulier pour la démocratie, de renforcer ce manque de démocratie qui a contribué à la mauvaise gestion de l'épidémie. Et si on veut éviter ça, c'est absolument crucial que les citoyens se battent pour éviter cette tendance et pour que ce qui se passe, c'est que suite à cette épidémie, on prenne des mesures pour en réduire les causes et donc réduire la probabilité que ces mêmes causes conduisent à de nouvelles catastrophes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine.